La porte d'entrée de ce secret familial, c'est un fait divers sur l'exorcisme. J'apprends plus ou moins dans un laps de temps assez court que mon père a été exorcisé et j'apprends aussi qu'à quelques mètres de la maison familiale de mes grands-parents, où vivait mon père dans le nord de la France, une petite fille est décédée aussi d'un exorcisme. Je vais à la bibliothèque François Mitterrand et je me dis mais il y a combien d'affaires d'exorcisme ? Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Et en tout cas, j'espère qu'on vous donne envie de lire des livres. Bon dimanche à tous. Je reçois aujourd'hui Lou Sira. Bienvenue. Merci. C'est votre double littéraire, Lou Sira. Alors Sira, finalement, quand on cherche ce que c'est beaucoup moins exotique qu'on le pense. C'est sûr, c'est très rouge, c'est liquide, c'est le nom d'un cépage qui sert à faire du vin, effectivement. Ouais. C'est un peu spécial, ouais. Il y a un peu d'ironie là-dedans, effectivement. Et Lou, c'est la moitié de votre diminutif. C'est la moitié de mon diminutif. Quand j'étais petite, mais on m'appelait souvent Lilou. Donc en fait, c'est facile, puis c'est très court. Et puis par ailleurs, je pense que Lou, ça fait référence à pas mal de femmes très grandes que je respecte beaucoup. Et par ailleurs, je trouve, en dernier ressort, qu'un loup, pour un pseudo, ça marche très bien, parce qu'un loup, c'est un masque. Donc, voilà. Comme le dit quelqu'un qui est en face de moi, c'est une bien belle couverture pour une journaliste franco-algérienne. Et petite fille d'imam d'ailleurs. Oui, et arrière-petite-fille de Taleb, de Taleb, et diplômée en hijama. Ouais. Diplômée de manière informelle en hijama, oui, c'est vrai, tout à fait. Vous êtes journaliste, vous êtes passé par des rédactions, nous dit votre bio, Canard enchaîné, Mediapart, et vous vivez en région parisienne, dans le nord de la France, la Suisse et l'Algérie, et vous publiez Louisa. C'est votre premier livre aux éditions Goutte d'Or. C'est compliqué pour un intervieweur d'interroger à la fois l'auteur et l'acteur du roman. On ne sait jamais à qui on s'adresse. Alors c'est vrai que c'est compliqué et je pense que ça l'est d'autant plus pour ce livre qui parle aussi d'une jeune fille qui est Louisa, qui est la première, qui est le titre du livre et qui est aussi très présente. Donc en fait on ne sait pas si on parle de Louisa, d'une jeune fille qui est l'objet d'un fait divers dans les années 90, si on parle de Lou Sira, si on parle de la petite fille que j'ai été, parce que c'est aussi un livre effectivement qui revient sur mon histoire familiale, etc. Donc c'est vrai que c'est un récit qui est très difficile peut-être d'approche comme ça en une seule phrase. On peut pas dire est-ce que c'est purement journalistique? Non, ça n'est pas purement journalistique. Est-ce que c'est purement autobiographique? Non, ça n'est pas purement autobiographique. Ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas de la fiction. Mais et ni de l'autofiction? Et ni de l'autofiction. Alors, vous voyez, ouais, mais si on commence à rentrer dans l'autofiction, si. Alors, est-ce qu'on peut dire que par exemple, si vous êtes d'accord avec ça, est-ce que c'est un livre thérapeutique pour vous? Alors, c'est un livre thérapeutique dans le sens où je pense que tout livre qui revient sur un secret de famille l'est nécessairement. C'est-à-dire mettre en mots une histoire qui n'était pas connue, parce qu'en l'occurrence, moi je reviens sur une histoire que je connaissais qu'en partie, qui était l'histoire de mon père, l'histoire de mes grands-parents. L'histoire de votre famille, de votre l'histoire de ma famille, qui est donc une famille algérienne, arrivée en France, comme toutes les familles algériennes qui ne cultivent pas le récit familial, arrivés en France dans des conditions qui ne sont pas toujours très claires. On ne sait pas exactement toujours ce qui s'est passé pendant la guerre, on ne sait pas si on porte des cadavres, on ne sait pas qui est décédé dans la famille, on ne sait pas qui était côté FLN, on ne sait pas qui, on ne sait rien. Et en fait, on est porteur de ces différents récits sur différentes générations. Mon père lui-même a dû porter ce récit qui était défaillant d'une certaine manière, parce qu'on lui a dit tu arrives en France, tu grandiras avec le récit français aussi, et tu te l'approprieras comme tu veux, et Elie Fatmat, le passé est mort, et donc les douleurs de l'Algérie, etc., mettons, voilà. Sous le tapis, ou bien mettons, je sais pas, une bâche dessus, comme si on pouvait grandir avec cet héritage de souffrance en se construisant de manière sereine. C'est absolument impossible. Donc, le fait d'avoir pu mettre des mots sur ces différents récits-là, et en fait, le fait de me réapproprier le récit familial, et le mien aussi, parce qu'il parle de choses un peu violentes que j'ai vécues dans ma jeunesse. Dans ce cas-là, effectivement, c'est thérapeutique. Effectivement. Vous mettez en parallèle deux histoires qui sont peu connues. C'est le fait divers dont a été victime Louisa. Et puis aussi, finalement, vous apprenez que votre père a été lui aussi... alors, je ne sais pas si on dit victime, mais qu'il a été exorcisé. Et dans quelles conditions? Ouais. Et finalement, c'est quelque chose qui se savait, mais qui se ne disait pas. Par exemple, votre mère savait que votre père avait été exorcisé. Ouais, je pense que d'ailleurs, c'est bien de préciser tout de suite que, du coup...
Moi, je suis enfant d'un couple mixte. Donc, ma maman est catholique, mon papa est musulman, et j'ai grandi donc dans ce mélange des cultures, sachant qu'on voulait on voulait me léguer les deux religions avec une appropriation religieuse qui n'est pas... voilà, j'ai pas fait de cours de religion, on m'a pas imposé... Je suis un peu l'enfant des années 90 des couples mixtes, où on pensait que s'il fallait choisir une religion, on la choisirait nous-mêmes, même si on se dit que finalement, mon enfant du côté catholique est quand même catholique, parce que je l'ai baptisé, et mon enfant du côté musulman est quand même musulman, parce qu'il est né musulman. Donc, j'ai grandi un peu dans ces... Cet entre-deux. Cet entre-deux, je pense même qu'on peut dire le cul entre deux chaises, puisque c'est très compliqué, parce qu'on n'est jamais assez et toujours trop dans les deux cas. Je pense que d'ailleurs c'est plus globalement même en dehors de ma propre situation, c'est un problème d'ailleurs français, c'est-à-dire qu'en France, il faut qu'on se désigne telle chose ou telle chose, on est toujours assigné à une identité ou à une autre, il faut répondre de l'identité dont on est assigné. Moi je me souviens très bien quand j'étais adolescente, donc du coup dans les années 2000, début des années 2000, juste après les attentats du 11 septembre par exemple, donc j'ai un nom de famille à consonance algérienne, mon prénom ne l'est pas. Ma mère a un nom de famille français et mon papa a... Les deux. Un nom de famille algérien, un prénom d'ailleurs coranique. Voilà. Dans les années 2000, par exemple, je me souviens, on ne savait pas trop où me foutre à l'école et un jour, j'ai été convoquée par la directrice parce qu'on m'a demandé de justifier pourquoi je mettais un bandana. On m'a dit c'est un voile, vous allez être exclu. C'est pas du tout un voile, c'était la mode de mettre des bandanas. Je pouvais être, j'en sais rien, adorer le hard metal, mettre un bandana, ça n'avait absolument rien à voir. Mais comme on m'a signé cette identité-là... Par votre nom, finalement, de par mon famille. Nom de famille, ouais. etc. Sauf qu'à l'époque, la directrice s'était trouvée très mal à l'aise parce que la personne qui était venue défendre sa fille, c'était ma mère. Donc face à une dame d'une quarantaine d'années... qui par ailleurs précise qu'elle est catholique à ce moment-là, etc. La directrice savait plus trop se foutre d'une certaine manière. Est-ce que cet élève et qu'est-ce que j'en fais ? Ah, ça n'était pas une revendication, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a toujours cet élément d'assignation identitaire en France et qui est dans un paysage aussi métissé qui rend complètement schizophrène, quoi, clairement. Sur la partie algérienne, vous auriez pu interroger votre grand-mère, par exemple, sur la partie du voyage et sur le... Oh, alors, sur le livre, effectivement... Parce qu'il y a une grand-mère, alors je ne sais pas si c'est la vôtre, vous voyez, c'est pour ça... Si, la grand-mère qui est dans le livre, c'est tout à fait ma grand-mère. Donc elle a tout vécu, elle a fait le voyage, ma grand-mère elle est femme de l'imam. Ma grand-mère a tout vécu, elle a vécu effectivement le traumatisme de l'exil. Comme tout le monde, elle a vécu la pauvreté aussi en Algérie, elle a vécu aussi une forme de pauvreté en France, elle a vécu les assignations identitaires. J'en parle avec... pour moi, ça a été très dur. C'est difficile d'en parler là parce qu'en fait, on élude quelque chose tout de suite, qui est que les relations sont difficiles avec les deux parties de ma famille. Dans la mais déjà, vous l'écrivez bien. On sent que même dans le dialogue qu'il y a entre Lou et sa grand-mère, on sent qu'il y a la Méditerranée entre les deux, là. Ouais, il y a la Méditerranée, il y a 50 ans d'histoire traumatique, à vrai dire. C'est surtout ça. Il y a 50 ans d'histoire traumatique, une progression sociale. Moi, je suis sa petite fille, j'ai un bac plus 6, j'ai fait des études de sociologie, de sciences politiques, de machin. Donc effectivement, quand on se parle, et on se parle très peu, parce qu'on se voit très peu, parce que les années nous ont séparés, parce que la difficulté du mariage de mes parents, c'est des choses qui sont évoquées dans ce livre, et ça doit faire bizarre là tout de suite qu'on parle de ça, parce que parce que c'est clairement un livre en plus d'un fait divers, sur les secrets familiaux, et sur la transmission de ces secrets familiaux. Ça transpire, enfin je veux dire. Ça suinte, je dirais même, ça suinte, c'est purulent, ces secrets de famille qu'on trimballe dans les familles d'origine algérienne, pas que d'origine algérienne naturellement, mais spécifiquement avec la guerre d'Algérie, il y a un grand mythe français qui est de croire que la guerre d'Algérie est finie. Non, je suis désolée, moi je suis pas partisan de cette de ça. Non, la guerre n'est pas finie. Elle a été transmise à votre génération aussi. Elle a été transmise aussi à notre génération parce qu'on n'a pas su mettre les mots sur les choses, l'État n'a pas su reconnaître ces politiques post-indépendance, enfin des deux côtés de la Méditerranée par ailleurs, pas que la France, l'Algérie aussi, enfin je veux dire, tellement de choses que l'Algérie, que l'État algérien ne reconnaît pas.
le fait qu'il y ait eu des purges, par exemple, je veux dire, la guerre d'Algérie, ça n'est pas que la France et l'Algérie, c'est aussi différentes... Des purges au sein du maquis. Ouais, des purges, et puis qui se sont aussi délocalisées jusqu'en France. Je veux dire, il y a eu des purges avec des assassinats, ou bon, là... c'est vrai que la guerre MNA-FLN est une partie qui est, dont on parle pas trop souvent. On n'en parle pas trop souvent, et c'est aussi la mythologie sur laquelle l'État algérien moderne s'est construit, FLNiste, qui a permis peut-être d'accumuler plein de silence et des décennies de silence, etc. Bon. Vous êtes journaliste, vous avez travaillé dans des journaux comme Mediapart, comme Le Canard enchaîné. Je parle pas de la petite fille, mais la journaliste n'a pas envie d'interroger sa grand-mère quand même sur toute cette histoire. Vous n'avez pas votre curiosité de journaliste par rapport à votre grand-mère, par exemple ? Si, mais en fait, je pense que je peux revenir sur la façon dont s'est fait ce livre en plusieurs étapes. Déjà, quand je commence à approcher ce sujet, il y a deux choses... Qui est l'exorcisme. En fait, parce que la porte d'entrée de ce secret familial, effectivement, c'est un fait divers sur l'exorcisme. J'apprends plus ou moins... dans un laps de temps assez court que mon père a été exorcisé, et j'apprends aussi qu'à quelques mètres de la maison familiale, quelques pâtés de maison de la maison familiale de mes grands-parents, où vivait mon père dans le nord de la France, une petite fille est décédée aussi d'un exorcisme dans des années... Louisa, voilà. Donc, déjà... Vous allez à la bibliothèque. Je vais à la bibliothèque François Mitterrand, et je me dis, mais il y a combien d'affaires d'exorcisme, et je me dis, voilà, par ailleurs, pas que chez les musulmans, chez les catholiques aussi. Vous recensez le truc. Recense. Donc il y a une page dans le livre où là, je recense et tout, le moteur de recherche déroule toutes les affaires d'exorcisme où des personnes sont décédées. Bon, le premier réflexe que j'ai, moi, c'est de me dire, mais c'est dingue, comme toute personne extérieure à ces sujets, qui ne les vit pas au quotidien directement. C'est-à-dire que moi, dans mon quotidien de jeune adulte, je suis dans un quotidien plutôt laïque, peu importe ma spiritualité, qui est autre chose, dans ma pratique au quotidien, ça me... Même si vous précisez que la narratrice qui écrit est athée. Oui, je précise que la narratrice est athée. Voilà, on va rentrer sur un nouveau... Non, mais dans votre pratique au quotidien, c'est ça. Oui, ce qui n'empêche pas d'avoir une spiritualité et par ailleurs un héritage familial qui marque, même dans la perception de la vie, forcément, indéniablement, ça arrive. Donc vous vous rendez compte que finalement, ce sujet dont on ne parle jamais, c'est pas un cas rare. Non, il est là depuis 20-30 ans, et finalement, en fait, depuis bien plus longtemps que ça, parce que même dans le paysage français, c'est-à-dire que l'exorcisme, dans les années 70, on parlait d'exorcisme dans le bocage normand, etc. Ça a fait l'objet de livres très intéressants, d'ailleurs, d'une chercheuse, Jeanne Favré-Saada, qui, je pense que le titre c'est les mots, la mort, les choses, ou la mort, les sorts, ou la sorcellerie dans le bocage, mais à culpa pour cet oubli, alors que ce livre d'ailleurs qu'on étudie, oui, puis par ailleurs, même pas vous écoutez, vous tapez sur Google, qu'on étudie par ailleurs en sciences politiques à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on apprend qu'effectivement dans les années 70 il y avait encore de la sorcellerie, et que ça n'était pas un archaïsme absolu, etc., et que c'était encore très ancré, etc., et elle développe énormément de choses pour essayer de comprendre ce que ça veut dire dans le quotidien de ces gens, ce que c'est, et que finalement je veux pas l'insulter en étant vulgaire en condensant sa pensée, mais que en fait c'est des formes de thérapie familiale où il y a des échanges de paroles, des échanges où à un moment donné, voilà. Alors, est-ce que c'est un roman ou une fiction ? On ne sait pas vraiment. En tout cas, c'est un livre qui réconcilie, Lou Sira, à la fois votre histoire familiale et un fait divers, et vous menez l'enquête sur les deux, en fait. Vous vous interrogez sur votre histoire familiale, sur ce qu'a vécu votre père, et puis sur ce qu'a vécu Louisa. Vous avez reconstitué d'ailleurs ce qui s'était passé ce jour-là, mais vous avez retrouvé tous les PV d'ailleurs. Donc on sait précisément, parce que son frère raconte ce qui s'est passé d'ailleurs à Louisa. Sur le fait divers de l'époque, en 94, donc du coup pour rappel, c'est effectivement l'histoire de cette jeune fille qui décède pendant une séance d'exorcisme très très violente, au cours de laquelle elle est frappée, on lui plonge la tête dans l'eau, etc., machin. Qu'est-ce qu'on lui fait précisément ? Parce qu'on lui fait avaler beaucoup de litres d'eau. On lui fait avaler des litres d'eau avec du sel. Il y a des prières rituelles. Elle est flagellée. Elle est malmenée. Voilà. Ça dure très longtemps. Ils sont plusieurs dans cette séance d'exorcisme, etc. Alors il y a l'imam exorciste, donc vous retrouvez
la trace. Ouais, tout à fait. Kerzazi. Dans votre livre. Oui, tout à fait, qui est par ailleurs au demeurant une personne très charmante d'approche, avec qui on peut tout à fait discuter, qui fait de la prison, qui est sorti, on s'est rencontrés. Condamné à 7 ans de prison, et vous retrouvez sa trace. Oui, tout à fait. Sur Facebook. Sur Facebook. Comment vous le retrouvez ? C'est Dalil Boubaker qui vous donne ses coordonnées ou pas ? Non, c'est pas Dalil Boubaker qui me donne ses coordonnées, bien qu'il l'ait rencontré effectivement, notamment à sa sortie de prison, ce qui m'avait confirmé un peu avant la publication du livre. Je sais plus si on le mentionne dedans, effectivement, mais c'est. Si, vous le dites. Hein, ouais, tout à fait. Et qui l'a même aidé à se recaser, et qui l'a aidé à retrouver une mosquée de chute. Alors je ne sais pas exactement si c'est. Je ne vais pas affirmer le fait que ce soit Dalil Boubaker qui lui ait trouvé cette mosquée spécifiquement, parce que déjà il a fait plusieurs mosquées et plusieurs lieux de culte avant de trouver son dernier lieu de culte. Et puis par ailleurs, c'est pas ce que m'a dit exactement Dalil Boubaker. Il m'a dit exactement qu'il l'avait rencontré parce qu'à sa sortie de prison, il était allé le consulter effectivement et qu'il lui avait dit que qui pouvait effectivement l'aider à se remettre dans le droit chemin et voilà. Essayer de se réinsérer d'une certaine façon. Voilà, exactement. Donc effectivement, je l'ai. Vous retrouvez, donc lui est présent, cet imam. Il y a son frère aussi, son grand frère, à Louisa. Ouais, ce qui est d'ailleurs, j'ai envie de dire, une constante de quasiment toutes les séances d'exorcisme. C'est-à-dire que les séances d'exorcisme, très souvent, c'est dans l'univers familial, feutré, familial, etc., qu'il y a à un moment donné une personne qui est malade, et que donc souvent c'est une initiative familiale d'aller consulter un exorciste, pas simplement d'ailleurs dans la religion musulmane, mais aussi dans d'autres formes, dans d'autres religions catholiques ou autres. C'est pas. Donc d'ailleurs ça pose une question juridique assez intéressante, à savoir quelle est la responsabilité du membre de la famille qui effectivement participe ou bien accompagne chez un thérapeute, quel qu'il soit, ou traditionnel thérapeute. Là, le frère, il s'en sort sans rien. Ouais, sans rien, non, je crois qu'on peut pas dire ça, parce que quand même, je pense que déjà il a perdu sa sœur. Mais il fait pas de prison en fait. Si, il a été en maison d'arrêt. Il a été condamné à une peine. Non, mais il a été en maison d'arrêt. Enfin, je veux dire, il avait l'univers carcéral. On n'est pas obligé d'être condamné pour le vivre. Donc lui, il a vécu avant de sortir. Donc je pense pas qu'on puisse dire qu'il s'en sorte. Et par ailleurs, je pense que ce serait une mauvaise façon d'appréhender le sujet. Et je pense que toute une famille à ce moment-là, de manière extrêmement violente, est touchée par ce drame. Enfin, je veux dire, c'est même évident. Déjà parce qu'on parle d'une jeune fille de 19 ans qui est malade, qui a été malade, qui a eu d'ailleurs une grave maladie du cerveau, et qui donc, pendant 1 an avant cette séance d'exorcisme, était très très mal. Elle s'est fait opérer du cerveau, et suite à cette opération, elle va avoir des crises en fait. Voilà, c'est ce qui est indiqué effectivement, et ce qui est rappelé par ailleurs au procès. Et donc toute cette famille après doit vivre avec ce drame. Et je veux dire, ce drame qui certainement vient se superposer à d'autres qu'on peut imaginer, qui sont ceux de l'exil, de la difficulté de vivre en France, etc., d'une famille populaire issue de l'immigration algérienne. Et il y a une troisième personne donc, qui assiste à la séance. Oui, qui est effectivement présenté, qui est le responsable de l'association, l'un des responsables de l'association cultuelle à l'époque de la mosquée où pratique l'imam, qui est effectivement présent et qui est complètement pris dans cette séance, qui est pris par la charge ésotérique, peut-être aussi pris par cette impression de vivre un moment exceptionnel, parce qu'à vrai dire, c'est quand même incroyable pour certaines personnes croyantes de vivre un moment pareil. C'est la chasse aux démons, c'est se rapprocher de Dieu, c'est faire le bien ou penser le faire. Bon, là, en l'occurrence, c'était absolument dramatique. Et puis, par ailleurs, voilà. Mais il y a effectivement cette dernière personne. Et puis... Donc là, ça se passe dans la maison familiale. Les autres membres de la famille sont à l'étage pendant que cette séance d'exorcisme a lieu. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est ce qui est. Effectivement, les autres membres de la famille qui sont parfois appelés pour aider, ramener de l'eau ou autre chose, et qui répondent aux demandes de l'imam pendant le rituel. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est c'est pour ça que je dis, dire qu'une personne de la famille s'en sort parce qu'elle n'est pas condamnée,
En fait, tout le monde a été présent pendant l'agonie, pas tout le monde, mais en tout cas, le sentiment que tu dois avoir, je pense que ces blessures sont absolument pas refermées aujourd'hui. C'est horrible, tout comme c'est horrible, même aujourd'hui pour mon père qui a vécu cette thérapie-là à un moment donné dans sa vie et qu'il en a encore des souvenirs qui sont très flous ou bien difficiles à exprimer, etc. Parce que voilà, mais effectivement c'est des moments qui sont exceptionnellement durs. Vous avez essayé de recenser à peu près les gens qui se revendiquent comme exorcistes en France. Ça fait beaucoup de monde ou pas ? Alors, j'ai pas complètement recensé. Non, vous avez voilà, vous vous êtes demandé comment on trouvait un exorciste, s'il y en avait un par région, s'il y en avait un par... Alors, je ne sais pas recenser, parce que déjà, il y en a beaucoup trop. Parce qu'entre les autoproclamés, entre l'exorcisme, on n'est pas dans l'islam, on n'est pas comme c'est pas le diocèse de Paris où effectivement il y a un nombre d'exorcistes et qui sont désignés, qui après ont une formation, etc. C'est pas du tout ça. Il y a des personnes qui se déclarent exorcistes dans le sens pratiquant la rokia, donc dans le sens pratiquant le rituel de par exemple de prononciation de sourates talismaniques, et les sourates talismaniques pouvant soigner tel ou tel mot sont voilà, donc il y a des gens qui se disent raki parce qu'effectivement ils savent lire soit le Coran, soit un texte sacré, voilà, n'importe quel texte sacré, ou parce qu'ils ont lu le Bukhari, etc. Et donc du coup il y a des gens qui sont autoproclamés, mais tout comme la rokia au sens le plus basique du terme, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la récitation coranique à usage thérapeutique, donc le sens le plus basique de la rokia, je ne vois pas en quoi ça pose problème, ça existe, c'est très courant, voilà, tout le monde le fait. C'est pratiqué. C'est pratiqué par voilà. Tout le monde, et il n'y a rien à dire sur le sujet par ailleurs. Sauf que c'est pas du tout, c'est pas ce qui amène à boire des litres d'eau, flageller les pieds. C'est pas ça qu'elle a subi. C'est pas ça qu'elle a subi. Elle a subi une forme de rokia qui est extrêmement violente et qui effectivement a une influence saoudienne très orientée. Et c'est d'ailleurs quand on recense les différentes formes de rokia où les jeunes filles ou jeunes hommes ou toute personne sont décédées, que ce soit ici ou en Algérie ou ailleurs, parce qu'en fait en Algérie il y a énormément de victimes et je pense que toutes les personnes qui ont des attaches avec le pays savent qu'il y a des cliniques où il y a eu beaucoup de morts et que l'État même à un moment donné s'est demandé s'il fallait légiférer pour l'interdiction de la rokia, sauf que ça ne veut rien dire l'interdiction de la rokia. Ça veut dire quoi ? On interdit quoi ? On interdit une forme de rokia, on interdit de considérer que toute récitation du Coran peut être apaisante ou thérapeutique. Voilà. Donc on ne peut pas enlever aux gens quelque chose de fondamental qui est que les personnes pieuses ou croyantes ou pratiquantes, et peu importe, à partir du moment où elles considèrent que le Coran, qui est un texte sacré, sa récitation apaise, dire si ça c'est la base élémentaire de la rokia, je ne sais pas comment on peut leur enlever. Voilà. Alors la rokia saoudienne, donc qui est celle qui a été appliquée à Louisa, l'exorciste donc Kerzazi a été formé comment ? Il vous le dit ça quand vous lui posez la question ? C'était très très dur parce que naturellement il voulait pas. Franchement j'ai été très bien accueillie quand je suis allée le voir, parce qu'il aurait pu me dire, il aurait pu m'insulter, me demander de partir, etc. Et je mets en scène, je raconte comment ça s'est passé quand je suis allée le voir. Je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est que quand je commence à travailler sur ce sujet, à un moment je me dis qu'en fait c'est peut-être lui qui a exorcisé mon père. Donc naturellement quand je vais le voir à la fin de mon enquête, je suis quand même dans une situation qui est très particulière. C'est-à-dire, je me dis, est-ce que c'est lui qui a potentiellement exorcisé mon père ? Bon, il se trouve qu'en fait, c'était pas possible parce qu'au moment où mon père a été exorcisé, c'était quelques années plus tôt et lui n'était pas dans cette région-là. Il était encore soit dans la région parisienne, soit il était en Arabie Saoudite à ce moment-là. Donc c'était pas possible. Mais en fait, c'est un sujet qui m'a tellement obsédée. Parce que naturellement, moi, je me suis dit, mais en fait, mon père aurait pu mourir. En fait, mon père n'est pas mort, mais quelles sont les séquelles de cette pratique ? Et derrière ça, même, quelle est la maladie sur laquelle on n'a pas mis de nom, qui fait qu'on l'a un jour amené à se faire désenvoûter ? Quelle est cette maladie-là dont on n'arrive pas à parler ? Et c'est d'ailleurs ce qui m'intéresse plus, je pense. Mais est-ce que vous avez
réussi, vous, à répondre à cette question ou pas? Est-ce que vous avez un doute? Non, on en parle dans le, on en parle j'en parle dans le livre, et par ailleurs, je pense que c'est d'ailleurs sous cet angle-là que le sujet est intéressant. Moi, traiter l'exorcisme pour traiter l'exorcisme, naturellement, c'est spectaculaire, naturellement, c'est accrocheur. Enfin, l'exorcisme. Il y a des vidéos maintenant qui cartonnent là-dessus. Ouais, mais c'est pour ça que ça marche, parce que ça fait peur, parce que ça fait appel à des croyances très anciennes, à des peurs primitives aussi, la peur du démon, la peur du noir, la peur du machin, la peur de, enfin tout ce qu'on veut. Mais moi, ce sujet, traiter l'exorcisme pour l'exorcisme, ça m'intéresse pas. C'est de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que ça cache dans le sens moi, ce que j'ai découvert dans mon histoire familiale, donc derrière cette thématique-là, il y avait en fait derrière le diable la maladie, derrière la maladie la guerre. Voilà. Et ça, c'est un cheminement qui m'intéresse. Et ça m'intéresse davantage. Ça m'intéresse davantage de voir comment cette pratique, elle s'inscrit dans une trajectoire familiale, en l'occurrence la mienne, plus que celle de Louisa, à vrai dire, parce qu'en fait, c'est plus mon histoire familiale que celle de Louisa. Elle s'efface complètement, ce fait divers s'efface complètement sur ce que je découvre de votre histoire familiale. De mon histoire familiale. Et de ce que je découvre, effectivement, c'est que mon père a été gravement malade et on n'a pas su prendre en charge cette maladie. Mais quelle était-elle? Et était-elle seulement purement médicale? Ou est-ce que ce qui lui est arrivé aussi est à mettre sur le dos d'une situation sociale, politique? Enfin là, je suis un peu... mon propos n'est pas clair, mais parce qu'en fait, j'ai pas complètement envie de le dire. Je préférais qu'on le lise, parce que je trouve que ce serait plus intéressant. Mais grosso modo... Non, vous avez raison. Ouais. On va pas spoiler, comme on dit maintenant. Ouais, on va pas spoiler, voilà, c'est ça exactement. Mais ce sont des dimensions qu'on lit pas beaucoup sur la Garde Algérie, je peux vous le dire. Vous mettez le doigt sur quelque chose d'intéressant. On parlait de votre grand-mère tout à l'heure. Votre grand-mère était persuadée que Chirac était converti. Il faut que vous nous expliquiez d'où elle a l'information. Ouais, non, mais c'est un gag, c'est un running gag. C'est un gag, mais c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on se dit souvent avec ma sœur quand on parle avec tendresse par ailleurs de ma grand-mère, parce que on n'a pas du tout la même éducation, parce que c'est une femme qui a quitté son village pour la France et qui en fait n'a pas après suivi d'études ici et qui a vécu une vie de femme au foyer en portant toutes ses croyances, etc. Et donc avec aussi une difficulté aussi de s'approprier certaines informations qui lui arrivait. Je pense, mais je suis pas sûre que ça devait venir peut-être de cette période où Chirac était très en vogue dans les années, alors c'était quoi? Est-ce que c'était son premier mandat ou deuxième mandat? C'est plutôt le deuxième. Ouais. Plutôt le deuxième, après son passage notamment sur l'esplanade des mosquées, etc., avec cette interpellation d'un chef de la sécurité israélienne, qui a été d'ailleurs repris de manière un peu pastiche par Emmanuel Macron quand il a... Ça fait pas de la même façon. C'était pas... Oui, puis ça faisait vraiment... Bon, bref, c'était... Non, c'était sympa comme passage. Ça questionne beaucoup sur la cause. Bon, bref, on va pas rentrer sur ce sujet, mais en tout cas, effectivement, le gag, en tout cas, ce qu'on se dit souvent à être en avec ma sœur, c'est quand elle nous disait effectivement que Chirac était converti. Alors, est-ce qu'elle nous disait ça parce que Chirac, effectivement, avec une cote de popularité auprès de certaines familles musulmanes ou arabo-musulmanes, et que du coup peut-être que ça nous aurait invité peut-être à nous tourner davantage vers une pratique de l'islam. Je sais pas quelle était son intention, mais en tout cas ça fait partie des genres de choses qu'on dit avec tendresse, comme on peut se rappeler des souvenirs de jeunesse qui incluent les grands-parents et qu'on se remémore de temps à autre, mais après c'est pas du tout sur ça, c'est pas comme ça que je la décrirais naturellement. Bien, votre père a été exorcisé, c'est votre mère qui vous l'apprend. Vous vous souvenez en même temps des crises de votre père, et puis ça vous ramène aussi à des angoisses que vous avez depuis toute petite en fait.
Ouais. Des angoisses de la nuit, des cauchemars, vous êtes somnambule également. Ouais, c'est vrai que moi je pense que dans une autre époque en France, moi j'aurais fini au bûcher clairement, entre le somnambulisme, toutes les crises, tous les troubles du sommeil, je pense que j'ai tout coché, j'ai coché toutes les cases. C'est vrai que j'ai passé mon adolescence à marcher la nuit, à hurler, c'était assez effrayant, surtout pour les personnes qui dormaient à proximité, je pense. Pour moi aussi, mais... On vous a pas proposé une séance d'exorcisme ? Non, on m'a pas proposé de séance d'exorcisme. En revanche, ce que j'aurais beaucoup aimé à l'époque, c'est qu'on le reconnaisse en fait. Parce que moi, j'en parlais pas parce que je trouvais que c'était tellement bizarre. Et c'était un bizarre finalement normalisé à la fin. C'est-à-dire que c'était assez normal. Alors qu'en fait, non, ça n'est absolument pas normal. Tout comme, j'en parle souvent avec ma sœur, donc qui est un peu plus âgée que moi. Quand on parle aujourd'hui des silences qui ont traversé la famille sur la guerre d'Algérie, et cet héritage de silence, quand elle me dit que quand on était jeune, elle ne rêvait que de la guerre, c'est vrai en plus, elle ne rêvait que de la guerre. C'était ses cauchemars, tous les jours, elle faisait des cauchemars sur la guerre, toujours. Est-ce que c'est parce que on hérite de non-dits qui viennent se manifester de manière violente, pas par la parole, parce que finalement on les connaît pas, mais presque par l'incarnation. Est-ce que c'est ça ? Et est-ce qu'il y a beaucoup comme ça dans les familles algériennes où il y a eu effectivement, on a planqué nos morts, on vit avec finalement des cadavres quelque part, mais on n'en parle jamais parce que c'est l'ifetmet comme on disait tout à l'heure. Donc est-ce que c'est ça ? Est-ce que ça se transmet d'une génération à une autre ? Ça, par ailleurs, ça fait partie des... je veux dire, en psychothérapie, etc. C'est des choses qui sont très reconnues sur le fait qu'on puisse léguer des éléments d'un passé traumatique à ses enfants, que ça puisse sauter des générations, etc. C'est quelque chose qui est très admis. C'est très admis, et pour autant, dans le cadre des familles, c'est quelque chose qui n'est absolument pas évoqué. Est-ce que c'est parce que personne ne consulte ? Je sais pas. Est-ce que c'est cette problématique de la parole ? Est-ce que c'est le fait que les acteurs d'éléments traumatiques, enfin en tout cas les victimes d'événements traumatiques, sont pas ceux qui vont porter les récits parce qu'ils n'en ont pas la force ? Très clairement, toutes les personnes qui ont fui la guerre d'Algérie, ou même, on peut penser à la décennie noire. Est-ce que ce sont des personnes qui sont en capacité de parler de cette période-là, ou est-ce que c'est une mise en récit qui se fera des générations plus tard ? Voilà. La décennie noire, elle est sous le tapis aussi. Hein. La décennie noire est d'autant plus sous le tapis que la façon dont le régime algérien s'est comporté après, au moment de l'amnistie notamment, avec l'arrivée de Bouteflika au pouvoir, clairement on comprend tout à fait effectivement que... La concorde civile. La concorde civile, ouais, Quand vous parlez à votre père de votre projet de livre, comment il le prend ? Je pense qu'au début, il n'a pas très bien compris. Je pense que... d'ailleurs, c'est quelque chose que j'évoque, je pense, dans le bouquin. C'est jusqu'au bout. C'est très difficile à dire, et c'est pour ça aussi, comme vous me disiez tout à l'heure, mais pourquoi vous n'avez pas demandé, ou est-ce que vous n'avez pas davantage envie de poser de la question à votre grand-mère ou à vos grands-parents du récit aujourd'hui, parce que l'arrivée. Ouais, alors, parce qu'ils sont là aujourd'hui, vous voyez. Oui, ils sont là. Si vous leur posez pas les questions maintenant, cette histoire, elle partira, vous voyez. Exactement, et tout à fait. Mais parce que c'est trop. Moi-même, ce que je pointe du doigt pour les autres, je le vis aussi. C'est-à-dire que c'est trop douloureux, c'est trop compliqué, c'est difficile. Et par ailleurs aussi parce que mes relations familiales ne sont pas très bonnes, aussi en raison de toutes les conséquences de ces non-dits. Les familles ont explosé, et c'est vrai que quand on retourne dans le giron familial, la première chose qu'on souhaite dire, c'est pas du tout au fait le cadavre dans le récit familial, celui dont on parle jamais. Allons-y. Non, en fait, la première chose qu'on dit, c'est je suis désolée. Je suis désolée de ne pas être rentrée plus tôt. Parce que c'est vous qui avez choisi de partir. Enfin, quand je dis partir... Je ne sais pas si je peux dire que c'est moi qui ai choisi. Je pense que comme beaucoup de trajectoires... Dans votre héroïne, en tout cas dans votre livre, c'est elle qui a mis la barrière, quoi.
La narratrice. Alors, il fallait que je parte. De toute façon, il fallait que je parte parce que, c'est-à-dire que géographiquement, je suis partie, comme beaucoup dans une trajectoire d'ascension sociale avec les études supérieures, etc. J'ai quitté la région, etc. Mais effectivement aussi, j'ai eu beaucoup de. C'était difficile de rester parce que ce qui faisait aussi la nature de nos relations conflictuelles, c'était le fait que le mariage de mes parents n'ait pas été accepté. Parce qu'à l'époque, un couple mixte aussi, dans les familles algériennes, n'était pas accepté. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris... Et dans les familles françaises, c'était plus facile? J'en parle très clairement aussi dans les familles françaises, naturellement. Est-ce que c'était plus facilement accepté? Mais non, justement, c'est exactement ce que je dis d'ailleurs dans j'en parle tout à fait. Quand j'en parle, je raconte que du côté de ma famille maternelle, les seuls échos qu'on ait de l'Algérie, c'est effrayant. C'est-à-dire que moi, dans les deux côtés de ma famille, j'ai des personnes qui ont vécu la guerre d'Algérie, mais personne n'est capable d'en parler. On en parle encore aujourd'hui, on n'en parle pas. Génération de vos grands-parents, monsieur. La génération de mes grands-parents, oui. Et puis quand ça marche pas, on vous l'avait bien dit. C'est-à-dire parce que le couple de vos parents, c'est délité de toute façon, et après les deux familles vous disent on vous l'avait bien dit. C'est un peu ça. Mais après pas aussi clairement, mais effectivement, mais ce que je trouve intéressant, sans vouloir sacraliser, même si naturellement vu la charge émotionnelle de sujet, moi ce que je trouve intéressant, c'est ce que politiquement représentaient mes parents à cette époque. On est dans les années 80, 90. Un couple mixte dans les années 80-90, avec chacun gardant sa religion. Cette image de la France qu'on pouvait avoir à l'époque, qui pour moi était la France du métissage. C'est une France qui croyait que la guerre d'Algérie était finie, c'est une France qui croyait que les couples mixtes étaient possibles. Moi, je pense que les couples mixtes sont possibles. Attention, moi je suis pour le métissage, je suis pour les couples mixtes, je trouve ça, c'est formidable. Je trouve que c'est par ailleurs... Je trouve même la charge politique de ces amours, de ces alliances-là, elle est j'y souscris, pour moi c'est... Mais ils ont cru que c'était possible parce qu'ils ont cru que la société était... La société, ou les institutions politiques, les représentations qu'on en avait étaient en train d'évoluer. Et que c'était presque définitif, c'est bon. On avait accepté que le métissage était possible, on avait accepté que... Mais c'était une erreur, parce qu'en fait... Tout le travail qu'il aurait fallu faire de reconnaissance de la guerre d'Algérie, du passé colonial, parce que naturellement on sort pas d'une guerre. Il y a des victimes de deux parts. Non, on parle d'une indépendance. Voilà, on parle de la fin d'un conflit qui était basé quand même sur un système idéologique colonial. Donc forcément, ça n'est pas juste reconnaître les victimes de guerre. Ça n'est pas que ça. C'est reconnaître aussi cette charge-là. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc naturellement. Dans les années 90, les couples mixtes, voilà quoi. Bon, il y a une grande charge émotionnelle dans ce que vous racontez dans votre livre, dans la façon dont vous nous le racontez, donc vous ressemblez à votre livre. Ça s'appelle Louisa Lucira. On va citer l'éditeur aussi. Comment s'appelle votre éditeur? Les éditions La Goutte d'Or. Ça ne s'invente pas. Exactement. Nouvelle maison d'édition, qui part bien, très créative d'ailleurs, et qui s'illustre par son choix éditorial. Je voulais qu'on se quitte avec Matou Blounès, que vous m'avez proposé. Et c'est pour ça que je voulais qu'on gagne un peu de temps. Pourquoi Matou Blounès ? Pour ce qu'il représente, par définition, lui-même représente le métissage. C'est une personne qui était politiquement très investie. C'est une personne qui, pendant la décennie noire, s'est battue pour que l'Algérie soit multiculturelle, multiconfessionnelle et laïque. Et je pense que c'est une personne dont on devrait se rappeler plus souvent le combat, aujourd'hui aussi. Voilà. Merci Lucira d'avoir été avec nous, merci de nous avoir écoutés. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net.